Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine comme d'habitude, traditionnellement tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka. Et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour maintenant environ une petite heure avec notre amie Ilialana, la Major Ilialana de la section de liaison de la division terrestre de la prestigieuse armée de la Prakanda Senamuka. Bonjour Ilialana, comment allez-vous en ce jour, nouvelle semaine? Bonjour, eh bien je vais très bien, je vous remercie beaucoup. Et vous-même, en forme? Eh bien oui, pas trop mal, merci. Alors nous voilà réunis à nouveau pour un nouvel enregistrement, la 28e entrevue avec une viche. Ça avance petit à petit et on nous envoie de plus en plus de questions. Je remercie tous ceux qui participent au succès de ces petites vidéos podcasts et qui permettent de tenir un peu à jour finalement les connaissances des uns et des autres, du moins ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, de manière à, eh bien, peut-être avec leurs propres pensées et leurs connaissances réactualisées, eh bien, contribuer à l'ouverture de ce nouveau paradigme. Alors, vous ne le savez peut-être pas, Ilialana, mais, enfin si, vous avez l'occasion de l'entendre, il me semble. Nous avons changé de musique de générique, vous vous souvenez? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est à notre demande, de toute façon, donc nous sommes informés de la chose obligatoirement. Et en fait, ce générique a une importance toute particulière puisqu'il s'agit du nouvel hymne archimagistral. C'est l'hymne à l'ouverture des portes du nouveau paradigme. Donc c'est quand même, ça a son importance, c'est éloquent. Ces génériques ne sont jamais, et leur sens bien évidemment, ne sont jamais anodins. Il y a toujours une réalité derrière. Donc, j'en dis pas plus, mais ça sent très bon, on va dire. Voilà. Eh ben, comme d'habitude, que des bonnes nouvelles. Ben, voilà. Bon, eh bien, on va pouvoir y aller. Hein. On se lance. Bon, comme à l'accoutumée, j'ai sélectionné 4 intervenants. Une fois encore Séléné, qui apparemment devient une habituée. Hein. Et donc 3 autres personnes, dont une certaine Siobhan Lawson. Je me demande si ce ne serait pas notre petite Siobhan préférée. Oh, si, c'est bien elle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein, vous êtes affirmatif comme ça? C'est vrai que c'est pas le prénom le plus couru en pays francophone, mais enfin... Non, je vous dis que c'est bien elle. Il n'y a aucun doute. C'est bien notre Siobhan. Oh, ben ok. Eh bien, nous sommes ravis de la retrouver parmi les intervenants à ces questions posées à la Prakanda Senamuka. Alors, on y va tout de suite. Vous êtes prête, Ilialana? On peut attaquer? Absolument prête. Je vous écoute. Eh bien, on y va. Allez, question de Séléné. Bonjour à vous deux et à vous tous. Bonjour Séléné. Pourriez-vous nous parler de la puissance spirituelle en lien avec la sexualité, ce que l'on appelle peut-être sexualité sacrée, amour, gratitude et soutien vers vous? Alors là, Ilialana, je me réjouis d'entendre votre réponse. Ah bon, particulièrement? Pourquoi? Oh, bah c'est un sujet un peu délicat quand même, non? C'est pas facile en plus. Non? Non, pas spécialement. Non, c'est une question comme une autre. Hein. Ah bon, bah tant mieux. Eh ben je suis tout oui. Je vous écoute. Nous vous écoutons tous. Bon, c'est vrai que le sujet est vaste. Hein. Ah, vous voyez? J'ai dit qu'il était vaste, pas qu'il était difficile. Non, c'est pas un souci. Bon, la difficulté repose sur le fait que il y ait énormément de fausses idées qui aient circulé sur la spiritualité, oui, effectivement, et sur la sexualité. Et mélanger les deux est assez mal à propos en général, enfin ça depuis longtemps. Bon, l'émergence du New Age a quelque peu réorienté, mal réorienté, mais réorienté quand même les idées reçues
où la spiritualité était normalement à 100% opposée, était opposée à 180 degrés à la sexualité. Alors évidemment, tout dépend de ce que les gens font de la sexualité et ce qu'ils font de la spiritualité. Bon, nous n'aimons pas tellement opposer les deux notions comme ça, les rendre divergentes, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément de raison que ce soit le cas. Mais c'est dans les idées reçues. Alors c'est vrai qu'il y a eu un mouvement relativement ample de nouvelles pensées allant dans le sens de la réconciliation des deux, justement. Alors, ce qu'il en est, effectivement, est que eh bien, ce sont des sujets liés. Alors, il faut bien comprendre une chose. La religion a forcément mis son grain de sel dans l'histoire, puisque la religion est censée être très très représentative de la spiritualité, et donc forcément a banni la sexualité, la considérant comme sale, comme impure, enfin voilà, promettant à l'enfer ceux qui se laissaient aller, enfin comme d'habitude quoi. Il y a quelque chose qui était profondément sali, je dirais, en plus de la notion de sexualité en tant que telle, c'est la notion de joie. La sexualité est censée être quelque chose de joyeux. C'est joyeux, c'est gai, c'est agréable, c'est puissant. Et c'est tellement puissant que il s'agit là, en fait, de la possibilité pour l'être humain, associé en bipolarité complémentaire, homme-femme, de devenir créateur, créer des réalités de toutes pièces. Quand dans les plus ou moins textes sacrés, enfin là en l'occurrence il s'agit plutôt de la chrétienté, quand on dit il est interdit de faire l'amour sans faire d'enfant, bon, pour finir, ça va mal passer quand même. Enfin, c'est la raison pour laquelle l'Église catholique, par exemple, interdit officiellement le port du préservatif. Bon, parce que ça empêche de faire des enfants et que normalement, on n'est pas censé, on va laisser la nature faire et on est censé ne pas avoir de rapport sans faire d'enfants. Ça, c'est une des notions qui a été la plus mal comprise qui soit. Parce que faire des enfants, en l'occurrence, si on reprend le texte original, c'est ne pas concevoir. Et concevoir quoi? Pas forcément des enfants, mais concevoir des réalités. C'est-à-dire que la réalité se crée exactement comme elle, comme se conçoit un projet. On émet un projet, disons, on en a l'inspiration, et puis ensuite on met les idées en ordre, et puis ensuite on conçoit les possibilités de concevoir quelque chose qui soit en rapport avec ce projet. On se donne les moyens de le mettre en place, on fournit l'effort en rapport, on aspire à ce qu'il soit beau et prospère. Enfin, on rejoint un peu les 5 piliers de la perfection dont on a beaucoup parlé. Et pour finir, on montre quelque chose et on a un résultat qui est en principe plus ou moins conforme à ce qu'on en attend. Eh bien, on peut faire la même chose au niveau subtil face à une réalité qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que l'union d'un homme et d'une femme, en ayant pour axe central l'amour force, et je dis bien force, pas l'amour, parce que je t'aime, excusez-moi l'expression, mais la plupart du temps, quand un homme dit à une femme je t'aime, ça veut dire j'ai envie de te baiser. Donc bon, c'est moyen. Bon, ça se dit pas comme ça, encore que, on a vu un peu du tout. Mais il faut voir aussi définir finalement ce qu'est amour, ce qu'est l'amour. Alors les esprits plus éclairés ont quand même essayé de séparer. Les esprits éclairés ne séparent pas, en principe ils réunissent. Enfin, je fais des raccourcis, excusez-moi. Les esprits éclairés ont essayé de faire la distinction, on va dire ça comme ça, entre l'amour physique et l'amour émotionnel. Il y a l'amour de Dieu, l'amour spirituel, etc. Tout ça sont des notions différentes. Alors, on peut comprendre par rapport aux dérives d'un côté et de l'autre, les dérives de la spiritualité, les dérives de l'amour physique,
sous prétexte d'amour physique, on peut aller dans la dépravation, hein. Pour justifier la pédophilie, les Américains disent love is love. Ah, l'amour c'est l'amour, hein, on peut rien dire, voilà. Non, voilà. Bon, perfection is perfection, hein. La perversion, c'est la perversion aussi, donc on peut tout dire à la limite. Donc il faut vraiment bien s'entendre sur les termes qu'on emploie. Et en l'occurrence, au fond, quand c'est véritablement bien vécu, bien compris par un esprit qui est sain et qui est bien positionné intérieurement, il n'y a pas de distinction entre les différentes sortes d'amour. Il n'y en a pas. Ce sont des déclinaisons d'une chose unique. Voilà, tout simplement. Alors, concevoir une réalité sur base d'un acte sexuel, c'est parfaitement possible, puisque les deux éléments intervenant dans cette histoire, à savoir un homme et une femme, sont capables d'orienter leur pensée à ce moment-là, de se mettre d'accord sur un objectif précis en termes de création de réalité, et aller jusque à la jouissance, au bout de leur acte sexuel, en mélangeant leurs énergies, le masculin, le féminin, le pôle négatif, positif, tout ça, ça s'associe et ça donne quelque chose d'absolument extraordinaire. On dit que l'acte magique repose sur la pensée et l'émotion. Et bien là, vous mettez une pensée concernant quelque chose de défini d'un commun accord, et l'émotion est là, hein, on est pris par l'émotion. Donc c'est quelque chose d'infiniment puissant. Et les religions, pour garder le pouvoir sur les masses, ont privé l'être humain de cette capacité de création pour rendre l'humain stérile. Stérile en termes de possibilité de concrétisation de ses désirs, de ses aspirations, afin que l'ennemi opérant à travers les dictats religieux puisse garder la main sur le bas peuple et l'empêcher de créer sa réalité qui un jour pourrait potentiellement, s'il s'éveillait, se débarrasser de l'ennemi grâce à cette puissance-là. Eh oui, donc, ne pas faire l'amour sans faire d'enfant, c'est pas ça, c'est ne pas faire l'amour sans créer une réalité, c'est-à-dire ne pas gaspiller cette énergie-là simplement par pur plaisir masturbatoire et complètement stérile, alors qu'on a la possibilité de créer du beau, du gigantesque. Et l'âge de diamant encouragera ce genre de création de réalité en adéquation avec les canons de l'âge de diamant, évidemment, quelque chose d'évolutif, quelque chose de bon, de grand, d'harmonieux. Chacun pouvant co-participer de cette manière, en l'occurrence, à la création d'un monde plus grand et plus beau. Voilà. Donc, on sait que le monde de lequel vous sortez a été entièrement perverti. Tout peut être perverti, absolument sans exception. Et la sexualité a été un des éléments majeurs ayant été le plus perverti. Les gens qui sont soi-disant, les gens qui sont censés être des gens de bonne réputation, et pas forcément ce qu'on appelle les gens bien pensants, mais enfin, disons, les gens censés être vertueux, ont une idée complètement faussée de la spiritualité et de la sexualité. Les deux, hein, de toute façon, quelque part, je dirais qu'ils vont presque de pair. Tellement c'est important. Ça, c'est la sexualité sacrée. Qu'est-ce qui est sacré véritablement? Qu'est-ce qu'on entend par sacré? C'est pas en lien avec un dieu ou en lien avec des hautes sphères insondables. La spiritualité et le sacré, c'est tout simplement quelque chose qui va dans le sens des énergies, de la dynamique évolutive propre à ce qui est relatif à l'absolu. Donc une dynamique évolutive, tout simplement fondée sur l'harmonie et l'unité qui est la vertu quasiment transcendante, principielle pour tout ce qui est lié à l'absolu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et extrêmement important. Donc voilà, le sacré c'est ça, c'est ce qui est en lien avec quelque chose, une énergie
causale extrêmement puissante qui a une incidence positive et évolutive sur l'encours de la réalité. C'est pas une enclave divine quelque part qui reçoit l'énergie et qui en fait on ne sait pas quoi. Comme ça s'est fait dans l'Antiquité lorsque les dieux régnaient en maître, il y en a eu pas mal quand même. Non, le sacré c'est ça, c'est ce qui est en connexion avec quelque chose de principiel, de très haut placé sur l'échelle des causalités et en lien fondamental avec le principe d'unité et la dynamique évolutive. Donc à partir du moment où vous concevez quelque chose, que ce soit même pour vous personnellement ou enfin pour les deux partenaires, mais qui soit en conformité avec ça, c'est-à-dire qu'il ne soit ni mauvais ni nocif pour personne, ni pour les autres ni pour soi-même, mais quelque chose qui soit bon et harmonieux, on est dans le sacré déjà obligatoirement. La vie est sacrée. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement en lien avec ce qui est bon, beau, harmonieux, dans les énergies d'unité, la dynamique évolutive, tout simplement. C'est très simple finalement, beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et la sexualité permet ça. C'est une énergie qui est fortement liée aux énergies de la Terre, c'est-à-dire aux énergies telluriques. Alors, l'être humain est connecté à toutes les strates de la création, toutes les strates de la réalité, tous les plans de conscience. Du plus haut, avec son chakra sahasrara au sommet de la tête, qui est vraiment lié aux sphères spirituelles, et le chakra racine, qui est lié aux énergies de la Terre. Les énergies sexuelles sont liées à cette énergie-là, entre autres, aux énergies de la Terre. Il se trouve qu'à ce moment-là, quand on a une aspiration évolutive, donc en lien avec ce qui est sacré, et droit, bien entendu, pas déviant, et associé à ce chakra-là, tous les chakras pris en tenaille, ceux qui sont entre le premier et le dernier, se mettent en résonance, et ensemble, les deux partenaires créent. Faut voir au subtil ce qui est dégagé. Ça peut être d'une beauté absolument extraordinaire, ça peut être d'une horreur absolument innommable. Là, les deux extrêmes sont possibles, effectivement. Donc, on se trouve là dans une alternative absolument fondamentale en termes de création de réalité et qui légitime le fait que l'ennemi via les religions et donc bannit la sexualité en la rendant sale, soi-disant, en faisant culpabiliser l'humain par rapport à ce qui est à ce point naturel, de manière à pouvoir conserver la main et empêcher l'être humain de retrouver son véritable pouvoir créateur. Tout lui est possible à partir du moment où il ne s'oppose pas au principe de réalité et du moment où, surtout dans les temps d'âge de diamant qui sont les nôtres actuellement déjà, même si ça se voit pas encore énormément, eh bien si, le positionnement évidemment est correct. Sinon les énergies seront barrées et le choc en retour sera là, ça c'est clair. Donc voilà, ça c'est de la sexualité sacrée. Ça c'est, d'ailleurs la sexualité n'est pas censée être sacrée. Elle est ce qu'elle est et elle est sacrée de fait. On ne devrait même pas pouvoir dissocier le sacré de la sexualité, en fait. Mais comme toute chose, finalement. Comme toute chose. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça peut ouvrir le champ à d'autres interrogations, ça c'est clair. Mais c'est vraiment ce qui est au cœur de cette question-là. Bon, eh bien j'ai eu raison de me réjouir d'attendre votre réponse, puisque elle était réjouissante, effectivement. Non, c'est bien, chapeau. Je ne sais pas si on peut en dire effectivement plus, ou alors sur vraiment en posant une question plus précise, mais vous avez bien résumé la question à mon sens. Eh bien, il me semble en tout cas, oui, effectivement. Je pense que je vois pas ce que je pourrais rajouter, a priori. L'ensemble des éléments, ils sont peut-être pas développés, mais ils sont là. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, Séléné, n'hésitez pas à nous donner votre appréciation si vous trouvez ça formidable ou décevant, dans les commentaires. Vous pouvez exprimer. Alors, on passe sans tarder à la question suivante, une question de Louise qui vous demande ceci. Pourquoi est-ce que la vocalisation a moins d'effet que la pensée ? Ah oui, effectivement, c'est vrai que la vocalisation a moins d'effet que le chuchotement,
qui a moins d'effet que la pensée. Ben, ça, c'est très simple finalement, c'est une question de densité. L'intérêt de l'incarnation, c'est aussi être dans une position où l'on occupe, comme je le disais pour la question précédente, toutes les strates de réalité. Du plan le plus bas, il n'y en a pas en dessous, qui est le plan physique, au plan le plus haut, qui est le plan, on va dire, atmique. Si on prend le modèle à 7 étages, à savoir plan physique, plan éthérique, plan astral, plan mental, plan causal ou mental supérieur, plan je sèche, le plan mental, le plan causal, le plan bouddhique et le plan atmique. Voilà, c'est ça. Ensuite, on est censé arriver aux sphères entre guillemets divines. Bon, ce schéma, ce modèle vaut ce qu'il vaut, mais enfin, il a quand même une réalité conséquente en rapport. Donc, l'intérêt de l'incarnation, c'est ça, c'est en fait être dans une position, occuper la position la plus basse, tout en étant en connexion avec la sphère la plus haute. C'est-à-dire qu'on peut prendre toutes les strates de réalité, tous les plans de conscience en tenaille et tout faire vibrer. Aller du plus bas, faire remonter jusqu'au plus haut et obtenir un impact le plus puissant possible sur les autres degrés de subtilité ou de densité, disons, de l'ensemble des réalités du monde. On dit que le plan physique occupe 10% de l'ensemble des réalités de la création, comprises dans son absolue globalité. Et c'est tout à fait vrai. 90% se trouve dans le subtil. Forcément, le plan physique est une marginalisation des plans subtils quelque part. C'est là. On peut définir le plan physique comme étant l'ensemble cohérent de toutes les interférences, de toutes les vibrations du plan subtil. Le plan physique n'est qu'un ensemble d'interférences. Et ces interférences, la source de ces interférences sont les énergies émises par les plans subtils. Donc, en étant dans le physique, eh bien, on émet une résonance qui se propage sur l'ensemble de ces plans. Alors, pour revenir à la vocalisation, à la mentalisation, voilà, disons que la parole est ce qui traduit de manière la plus dense et la plus lourde l'émission d'une énergie, puisque forcément la pensée va avec. On peut difficilement dire une chose et en penser complètement une autre qui n'a rien à voir. Si on est dans un travail de prière, un travail mantrique, un chant, quelque chose de ce genre, il y a obligatoirement un impact. Mais la vocalisation est quand même quelque chose de très très dense, très propre au plan physique. Si on monte un peu, qu'on chuchote, ça déconnecte une fonction du cerveau qui est absolument propre à l'émission de la voix. Donc on se retrouve sur un plan un peu plus subtil, toujours de la matière, parce qu'évidemment on le fait à partir du plan physique. Donc ça ne bouge pas. La valeur du plan physique reste. Mais l'émission est plus subtile, donc elle va plus loin. Et la pensée, c'est pareil, mais un cran au-dessus. Pensée, encore plus subtile que le chuchotement, il n'y a vraiment exclusivement que l'esprit, mais cet esprit-là, il est mental puisqu'on s'en rend compte, on est dans le cadre quand même d'une conscience objective, donc conscience mentale, donc physique, et à partir du physique, cette pensée est émise et va le plus loin possible. Chaque pensée parcourt l'ensemble de la création. L'ensemble de la création. Et la vitesse de la pensée, évidemment, n'est pas celle de la lumière, elle est quasiment instantanée. Donc l'impact est énorme. Alors si en plus cette pensée est associée, une fois encore, à de l'émotion, vous êtes dans une configuration totalement créatrice. C'est la raison pour laquelle la pensée va plus loin, et est plus incidente que le chuchotement, qui est plus incident que la parole. Il y a un rapport de 10 chaque fois. La parole a une action. Le chuchotement est 10 fois plus puissant. La pensée est 10 fois plus puissant que le chuchotement, 100 fois plus puissant que la parole. Voilà. Après, c'est un phénomène mécanique. Tout simplement. Ah, bah voilà. C'est amusant, je m'étais toujours demandé pourquoi la pensée était plus efficace que la parole. Heureusement que vous êtes là. Oh, allez, arrêtez d'essayer de me faire avaler les couleuvres. Ah là 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 là. Vous êtes... Ah ouais?
Ah, c'est pas mal comme appellation, ça. Je vais me faire appeler le terrible. Ah là là, comme Yvan, vous voyez. Oh là là là. Bon, allez, on continue. Louise nous fait part d'un commentaire, d'une remarque. Un grand merci pour le temps que vous consacrez à répondre à nos questions. Ces podcasts deviennent les incontournables de la semaine. Un grand soleil et un diamant. Ah, bah alors, ça, c'est du compliment. Merci, Louise. Alors là, vous faites mouche, hein. Vous faites vibrer nos petits cœurs d'animateurs. Oh bah là oui, plaisanterie mise à part, franchement, ça c'est... Ces podcasts deviennent les incontournables de la semaine. Oh là là, ça c'est vraiment, je dirais pour prendre le terme le plus affreux dont je sois capable, mais qui exprime véritablement ce qu'on peut ressentir par rapport à ça. Ça c'est vraiment le retour sur notre investissement en temps, en effort et tout ce qui nous motive finalement. Ça c'est vraiment la récompense. Merci beaucoup, Louise. C'est vrai que ce genre de remarque est vraiment une récompense. Le retour sur investissement. Oh là là là. J'avais dit que c'était pas beau, hein. J'avais prévenu avant quand même. Ça va, ouais, je vous pardonne. Vous avez de la chance. Merci, c'est gentil. Allez, on passe à la question suivante. Question de Sapariou. Bonjour, très chers tous deux. Il me semble bien avoir retenu le fait que vous, les Dvish, étiez toutes de type caucasien, européenne, c'est bien ça ? En l'occurrence, oui, européenne, américaine, nord-américaine. Pourriez-vous expliquer quelle en est la raison ? Je ne pense pas qu'il y ait eu un jour une explication à cela. Merci d'avance pour la réponse. Qui plus est m'évitera de sécher la prochaine fois qu'on me la posera. Comme quoi, il y a des gens quand même qui parlent des Dvish. Hein. Oui, Iliane. Ah oui, mais les choses avancent, hein, je vous l'ai dit. Hein. Alors bon, pour cette question, là par contre, je suis un peu embêtée parce que je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie raison, en fait. Je pense que c'est une espèce de hasard. Bon, il est un fait que l'Aprakandasya-Lamukha a été créé, comme tant d'autres choses, à partir de ce monde-ci. Bon, elle s'est déployée ensuite, répandue dans l'ensemble de la création. Et c'est vrai que nous ressemblons toutes à ce type physique. D'ailleurs, la transposition est quasiment privilégiée que ici plutôt qu'ailleurs. Déjà ailleurs, il y a moins de problèmes, donc on n'a pas forcément besoin. Mais nous transposer dans des mondes où les types physiques sont quand même légèrement différents d'ici. Pas beaucoup, mais quand même, on nous regarderait quand même bizarre, hein, un peu comme des extraterrestres, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, bon, évidemment, celles d'entre nous qui naissent, les matriciels, qui naissent sur la surface des autres mondes, bon, prennent l'apparence des autochtones, hein, forcément. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de disparités physiques sur les autres mondes qu'ici. Hein. C'est un peu, ici, c'est vraiment, c'est un melting pot, comme on dit ça, à creuser. C'est un monde où il y a tous les mélanges possibles et imaginables, des variations culturelles, d'ethnie, de paysages, de climat, de langue, c'est incroyable. La Terre est un petit univers à elle toute seule, alors que partout ailleurs, c'est beaucoup plus uniformisé. Disons que les gens d'une planète, une telle, ressemblent aux gens de cette planète, et puis voilà, il y a relativement peu de différences. Il y en a, hein, mais pas autant qu'ici. Alors du coup, c'est vrai que nous sommes nés sur ce monde, dans la sphère d'existence de ce monde-ci, puisque c'est le Hiérodarque actuel qui nous a donné notre existence avec sa contrepartie féminine. Là, j'aborde un sujet sensible, hein, quand même. Et le plus naturellement du monde et sans calcul, parce que ça s'est fait très vite. Ça s'est fait l'espace d'un instant. Il y a pas eu énormément de plans échafaudés autour de ce projet-là. Ça devait se faire très vite, donc ça s'est fait très vite. Et je pense que c'est simplement une projection de l'image de soi qui a généré une typologie physique propre à ce qu'était le Hiérodarque en l'occurrence, à ce moment-là.
On pourrait très bien imaginer, admettons, que le hiérodarque, dans la succession de ses incarnations au sein de sa propre lignée, puisqu'il se succède à lui-même de corps en corps, comme ça se dit, bon, il est tout à fait possible qu'un jour il soit noir, qu'un jour il soit asiatique, ou qu'un jour il soit, je sais pas, autre chose, hein, amérindien, pourquoi pas. Tout est possible, ça n'a aucune espèce d'importance. Là, en l'occurrence, il est caucasien, donc la projection de sa pensée par rapport à son point d'ancrage identitaire a reproduit la typologie qui était la sienne. Je suppose que s'il avait été de type africain, eh bien nous aurions tout ce type-là, tout simplement. Alors il y a quand même des différences. Hein. Chacune de nous n'a pas pu choisir son apparence, hein, comme dans un catalogue, mais aucune de nous ne ressemble à l'autre. Et chacune de nous a sa propre psychologie, sa propre particularité, sa propre manière de concevoir les choses. Et nous sommes physiquement toutes différentes. Il y a des toutes blondes, il y a des toutes brunes, des cheveux noirs, il y a vraiment de tout. Et il y a des filles qui ont une apparence un peu latina, d'autres légers accent arabe, d'autres qui sont comme métissées légèrement. Vous voyez, c'est très nuancé finalement. On n'est pas comme une armée de robots, l'une ressemble à l'autre. Non, pas du tout, du tout. Et c'est dû à ce brassage quand même de manière d'envisager les choses dans ce monde. Alors il n'y a pas de différence à ce point marqué, comme s'il y avait vraiment de pures asiatiques, de pures noires africaines ou de pures européennes. Non, c'est effectivement la base est caucasienne. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. C'est ce qu'on dit a priori pour être, je dirais pour aller vite pour résumer, puisque il n'est pas si important de s'étendre sur l'apparence physique finalement. Mais cette apparence est quand même nuancée. Alors par contre, pour les matriciels, puisqu'il en est né partout, là évidemment c'est différent. Hein. On aura des tiges, en l'occurrence matriciels, mais qui occuperont un corps physique exactement comme les humains, et lui ressemblera aux apparences du coin, hein, tout simplement, où que ce soit. Donc là, il y aura un peu de tout. Ça permettra d'agrémenter un petit peu. Voilà. Alors, s'il y a des mondes où l'apparence est bleutée, si nous allons sur ce monde-là, qu'on se transpose là-bas, ils vont se demander pourquoi on n'est pas bleu et pourquoi on est blanche. En l'occurrence, ça fera bizarre aussi. Hein. Ça fera autant bizarre pour eux que ça pourrait faire bizarre à un noir africain de voir une tige blanche, à la limite. Encore que n'importe quelle partie du monde a connaissance des typologies physiques des autres parties du monde. On sait que ça existe. Si on va sur un monde où tout le monde est bleu, forcément, si il y en a dans un monde où tout le monde est bleu, là forcément on se demande d'où on peut bien débarquer, hein, ce qui sera pas le cas ici, bien évidemment. L'exemple n'est pas forcément bon. Enfin, disons que on peut se distancer quand même de beaucoup d'aspects physiques, pas seulement sur Terre, mais ailleurs aussi. Bon, comme je l'ai dit, on ne se transpose pas en principe ailleurs, à moins que ce soit vraiment, vraiment utile. Ça peut avoir son impact, son petit effet, mais ce n'est pas spécialement requis. Les matriciels suffisent. Ici, par contre, c'est différent. Mais bon, voilà. Nous sommes d'une typologie caucasienne nuancée, je dirais. Voilà. Il y a des sœurs à moi qui sont absolument magnifiques et qui ont un type, comment on appelle ça, eurasien, pas eurasien. Oh, elles sont sublimes. Bon, je suis pas jalouse, hein, mais ouais, bon, sont vraiment jolies. Enfin bon, voilà quoi. Donc il n'y a pas véritablement de raison. Je pense que c'est les circonstances, d'un concours de circonstances. Les circonstances sont présentées comme ça et le résultat a donné ça. Voilà, rien de plus. Bon, étant fait que nous ne sommes pas racistes. Hein. Ça c'est vraiment, c'est purement humain, ça, et encore bassement humain, je dirais. Nous sommes dans l'accueil de toutes choses, de toutes les différences, à partir du moment où on est susceptible de pouvoir les concilier. Voilà. Si c'est inconciliable, c'est que c'est pas bon. Alors, on élimine.
Voilà. Je pense avoir vraiment fait le tour de la question, quoi. Je conçois que la réponse à cette question-là ne doit pas être simple, hein, quand même. C'est pas évident, et puis c'est un peu délicat, forcément. Bon, allez, seconde question de Sapario. Il semblerait, dans le milieu syndical dans lequel je gravite, que les personnes soient très ancrées dans l'égrégore démocratique. La démocratie. En tout cas, c'est ce qu'il me semble bien percevoir. D'une manière générale, je pense aussi que tout le monde ne sera pas en capacité de digérer cette mise à l'évidence grandissante que la démocratie ne doit plus exister. Pensez-vous donc que ce milieu-là sera le plus réticent à accepter cette réalité et amènera à des situations d'incompréhension plus compliquées qu'ailleurs ? Étant, comme je viens de vous le dire, dans ce milieu syndical, je suis preneur pour tout conseil que vous pourriez éventuellement me donner pour aider à cette transition. Gratitude infinie, bien chaleureusement dans l'amour-force. Waouh. Alors, que peut-on dire du milieu syndical et de la démocratie ? Ça, c'est un mélange détonnant. Oui, relativement. Ce mélange est déjà en soi détonnant de par le fait que, eh bien, figurez-vous que l'égrégore mondial du syndicalisme, je parle pas des gens, je parle de l'égrégore, de ce qui en est fait, de son instrumentalisation par le système, etc. L'égrégore mondial du syndicalisme est l'égrégore, entre guillemets, démoniaque le plus puissant de ce monde. Bien avant les dérives, le sexe, la drogue, la haine, la guerre, tout ça, le pire que connaisse ce monde. Étonnant, hein, c'est le milieu syndical qui génère l'égrégore le plus noir. Parce que, évidemment, c'est là encore, une instrumentalisation possible pour éviter toute forme de progrès allant dans le sens du mieux-être de l'humanité. Alors déjà, ce milieu est pipé à la base. Alors, on me dira, oh là là, est-ce que c'est grave de travailler pour le milieu qui génère l'égrégore le plus obscur ? Non, si vous faites correctement votre travail, si vous le faites honnêtement, ça pose absolument aucun problème, bien évidemment. Alors, le plus réticent à accepter, non, je pense pas que ce soit une question de milieu ou d'égrégore, ou une chose comme ça. C'est vraiment une question d'orientation de pensée. Il y a peut-être des conceptions plus ancrées dans certains milieux que dans d'autres. Le milieu du syndicalisme est quand même très compartimenté, très barricadé. C'est quand même très dur, effectivement. Il y a des modèles bien précis, des schémas mentaux auxquels on ne déroge pas. C'est quand même assez particulier pour ça. Mais au-delà de ça, les gens restent ce qu'ils sont. Et on trouve de tout partout. Hein. C'est vrai qu'il y a des concentrations peut-être plus fortes dans certains milieux que dans d'autres. Mais cette force-là cédera aussi bien que le reste. Faut pas y prêter trop attention à la limite. Les conseils, c'est pas évident. Hein. Je pense que la seule chose à faire, c'est axer vos efforts sur la préservation de vous-même et sur votre positionnement comme d'habitude. Hein. Cultivez les meilleures pensées possibles, restez positionné de manière claire. Faites selon les 5 piliers de la perfection. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que vous pourrez jamais donner à quiconque par rapport à toutes les circonstances possibles et imaginables. Préservez-vous et restez immanquablement honnête, quoi qu'il arrive. C'est tout ce qu'il y a à faire. Les choses sont faites quelque part. Il faut simplement que les conséquences s'écoulent. Et on est devenu maîtresse de ce jeu. Hein. Il y a aucun problème, rien ne nous échappe. Certains s'opposent à ce qui se passe, d'autres prennent le mouvement, accompagnent le mouvement, d'autres s'interrogent, d'autres... il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Mais le meilleur moyen de s'en tirer bien, c'est se préserver soi-même en restant honnête, profondément honnête, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez. Bon,
il y a des aménagements parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on le dit très justement, surtout dans ce monde encore. Dans le suivant, ce sera peut-être différent. Les choses changeront à ce niveau-là. Mais pour l'instant, bon, préservez-vous et ayez un comportement honnête. Ce que vous faites, faites-le honnêtement. Et ça passera très bien. Il y a peu d'autres conseils qu'on puisse donner. Bon, ce milieu est sombre et limité, mais bon, il y en a d'autres, hein. C'est pas trop un problème, finalement. Donc, les choses ce monolithe de la pensée collective autour de l'idéal de la démocratie, là, faut dire que l'ennemi a travaillé pour des siècles pour arriver à ça. C'est un travail fantastique, hein. Ça, il faut lui reconnaître ce qui est quand même. Ça prendra du temps enfin, du temps, non, même pas forcément. Disons que ça prendra le temps et les efforts nécessaires, mais ce monolithe sera démantelé. Il s'effondre petit à petit, hein. Il y a déjà des craquelures partout, ça devrait pas... Le jour où ça va tomber d'un coup. Et que ce soit du syndicalisme ou d'autres choses, non, franchement, même les politiciens eux-mêmes verront la chose, alors que tu sais qu'ils sont axés sur cette base-là, puisque c'est la leur, c'est la base de leur travail. Donc, les choses se feront naturellement. Il n'y aura pas plus de résistance là qu'ailleurs, malgré le fait que les gens puissent paraître butés sur une idée. Je vous dis, quand ça s'effondrera, tout s'effondrera d'un coup, il ne restera pas grand-chose auquel se raccrocher. Ils seront bien obligés de passer à autre chose. Voilà. Donc, tout va bien. Ah, bah super. C'est vrai que le syndicalisme, c'est sacrément costaud, hein. Ouh là 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 là. C'est un milieu qui n'est pas piqué des vers, comme on dit. Non, c'est vrai que c'est extrêmement dur. Et je vous dis, on est vraiment là dans le milieu créé de toutes pièces pour poser des freins partout là où l'ennemi pourrait potentiellement perdre du terrain dans un contexte professionnel. Alors, les freins, il y en a qui sont posés, hein. Mais bon, tout ça va voler en éclats. Ne vous inquiétez surtout pas. Tout va bien. Eh bien, tant mieux, et heureux de vous l'entendre dire. Et je ne pense pas être le seul. Allez, dernière question, dernière intervenante, notre petite Siobhan Lawson, qui nous dit ceci. Bonjour Ilialana et bonjour monsieur. bonjour Siobhan. J'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Eh ben, ça peut aller, merci. Vous aussi Ilialana? Ah oui, je suis en pleine forme. Merci Siobhan, tout va bien. Alors, je me retrouve actuellement à me battre, entre guillemets, contre des énergies qui ne sont pas agréables autour de moi et en moi. Cela est très difficile de m'en éloigner. Ma mère m'a déjà donné beaucoup de façons de me protéger, notamment de parler avec ma tutélaire. Ne parlez pas trop à votre tutélaire en public, hein, ça risque de faire bizarre quand même. Ce serait con de se faire enfermer en plus. Oh là là. Oui, faites attention quand même, c'est trop jamais. Le dialogue avec sa tutélaire, c'est pas encore entré dans les mœurs, hein, dans les standards, on va dire. Enfin bref, alors j'aimerais savoir si vous pouviez me conseiller sur la façon de ne pas me laisser envahir par toutes les émotions nocives, pas agréables, entre guillemets, des autres personnes. Bonne journée à vous deux. Alors il y a un rajout, rebonjour, avec un grand sourire. J'ai envoyé une question un peu rapidement et j'aimerais la reformuler. Comment peut-on se protéger des énergies dévorantes des autres, énergies négatives? On l'avait compris, ne vous inquiétez pas. Alors... comment faire? Avec peu de moyens, hein, puisque bon, là, évidemment, il s'agit de... C'est un mode de survie, quelque part, donc... Oui, évidemment. C'est vrai que c'est pas forcément si évident, ça, hein. Tout dépend des enjeux, tout dépend de qui ça vient, tout dépend de l'autorité que représente la personne en question, tout dépend s'il s'agit d'amis, si on y tient beaucoup, si on en est détaché ou non, s'il s'agit de la famille, c'est quand même pas simple. C'est une situation basique de la vie, mais ça peut être incident et ce n'est pas si évident. Alors je dirais il y a deux trois choses toutes simples qui peuvent faire la différence. Je vous conseillerais de mettre ça autant que possible, hein. Les deux trois choses que je vais vous donner comme conseil puisque vous me le demandez en pratique. Et ensuite, éventuellement, revenez vers nous pour
nous donner votre appréciation de la situation et on verra si on peut améliorer la méthode. Donc première chose, éventuellement, c'est quand même pas mal ça, c'est assez puissant. Je vous conseillerais de porter une obsidienne. Une obsidienne céleste, argentée ou dorée. A priori, je dirais, pour un certain nombre de raisons, je dirais une obsidienne argentée. Sinon, œil céleste. Tout simplement parce que la conscience de cette obsidienne nous est totalement ralliée à 100%. Et elle a cette particularité de renvoyer à l'émetteur tout ce qui est négatif et qui est émis vers elle. Donc vers vous si vous la portez. Mais alors attention, parce que si vous envoyez vous-même une charge sur quelqu'un, la pierre vous la renverra à vous, comme elle renverra la leur à ceux qui vous en enverraient. Donc il faut faire attention, il faut être quand même très droit dans ses souliers et avoir conscience que l'attitude à cultiver impérativement dans ce cas-là est celle de la droiture. Alors, ça ne veut pas dire se laisser faire, évidemment. Ça ne veut pas dire ne pas répliquer. Là. Ça veut dire simplement être droit envers soi-même et être, disons, dans une forme de bienveillance, quand même. Hein, ne pas essayer de nuire ou ne pas envoyer de pensées de haine. Je sais que de temps en temps, on peut y être fortement tenté au vu des circonstances. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un talent extraordinaire pour pousser à bout les gens qui les entourent. Donc là, il faut faire un tout petit peu attention. Enfin, disons que la pierre sait ce qu'elle a à faire, elle sait qui vous êtes. Sa conscience interpénètre la vôtre et sent parfaitement ce qui se passe. La seule chose, c'est que si vous devenez aussi mauvais que les gens qui vous font face, sous prétexte que eux le sont, elle vous le laissera pas passer. Ça, il faut bien être consciente. Sinon, aucun problème. Portez une obsidienne autour du cou, par exemple. Je vous garantis, ça fera la différence. Les gens sentiront, hein, ils vous diront, ouais, tu m'as attaqué, tu penses mal de moi, tout simplement parce qu'ils recevront leur propre pensée en retour. Et ça peut aller très loin. Si vous envoyez une charge puissante, ils peuvent se la prendre aussi. Ça peut faire mal. Donc, c'est quand même pas mal. Ça a l'air de rien. C'est pas gros, hein, l'obsidienne, pas besoin de porter un placard autour du cou. Mais, c'est quand même, ça fait son effet, hein. En plus, elle ne demande pas énormément de soins, elle ne demande pas à être déchargée régulièrement. C'est une magnifique compagne en plus de tous les instants. Ensuite, il y a une petite technique qu'on appelle le souffle d'éviction. Ça, c'est pas notre langage à nous, enfin disons que entre nous, on appelle ça l'Issadzawat. Le souffle d'éviction, l'Issadzawat. Il s'agit d'une petite technique qui est extrêmement simple, qui passe relativement inaperçue, et qui est extrêmement efficace à ce niveau-là. Et c'est à employer lorsque vous vous sentez prise en tenaille, vous vous sentez entouré, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez constrite dans ces énergies de gens, surtout quand il y a plusieurs personnes qui vous chargent avec un regard, ce qu'on appellerait le mauvais œil dans les temps anciens, qui vous regardent avec relativement peu de bienveillance. Ou lorsque vous vous sentez vraiment englué dans une énergie désagréable, faites ce souffle d'éviction. Ça décharge immédiatement, et vu de l'astral, c'est très violent. Ça ressemble à un orage, un coup de tonnerre assez violent, et ça génère un souffle de dégagement qui ne laisse rien passer. C'est très simple, vous gonflez les poumons, et vous bloquez la respiration et vous éjectez l'air des poumons en un instant, en gonflant les joues. Ouais, comme ça. Comme vous avez entendu, je suppose. C'est facile à reproduire. Le plus vite possible, le plus puissamment possible. Vous gonflez les joues, vous fermez la bouche, vous laissez peu d'espace et vous soufflez le plus fort possible. Ça génère une onde de choc partant de vous jusque vers l'extérieur. Ça vous dégage immédiatement.
c'est une espèce de technique de secours qui peut éviter même les calcages de possession si on le fait au bon moment. Bon là, il ne s'agit pas de situations aussi extrêmes, bien évidemment, mais d'autant plus. C'est quand même quelque chose d'extrêmement efficace. Ça, c'est pour la botte secrète, hein, pour se dégager. Hop. Sinon, je vous recommande d'acheter de l'huile de santal. Ça reste un grand classique extrêmement efficace. De l'huile de santal. Alors pas du tout de synthèse, des boutiques genre solderie qui vendent des choses bizarres. Essayez de trouver de l'huile de santal à base d'huile essentielle. C'est pas forcément donné, mais enfin il n'y en a pas besoin de beaucoup. Hein. C'est pas pour se parfumer, c'est vraiment pour appliquer à des endroits stratégiques, à savoir le sommet du crâne, la nuque, entre les deux yeux. Vous pouvez mettre une goutte aussi entre les seins, sur le sternum et sur le plexus solaire. Ça vous protège de manière fantastique. Ça crée un écran vibratoire qui est extrêmement difficilement franchissable. Si vous avez ces trois éléments, vous utilisez ces trois outils, ces trois conseils, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, je vous invite à l'expérience et puis à revenir vers vous pour me dire comment ça s'est passé finalement, d'une manière ou d'une autre, en envoyant ici ou en faisant un commentaire ou en chargeant votre mère de nous passer le message ou en venant vous-même sur le comment on appelle, le forum. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, de toute façon les moyens ne manquent pas. Voilà, je pense que vous devriez obtenir un résultat vraiment satisfaisant, très intéressant. Alors évidemment, la technique est ouverte à tous ceux qui entendent ce message et qui pourraient être dans le même cas. C'est vraiment à prime abord, je ne pense pas qu'il y ait plus efficace pour vraiment parer non pas forcément un problème de fond, quoique l'huile de santal et la pierre, l'obsidienne représentent quand même quelque chose de très qui perdure dans le temps. Forcément, la pierre on la porte, donc voilà. Et le santal ne s'en va pas comme ça. Lui, il est relativement épaisse, donc ça part pas facilement. Et finalement, le souffle d'éviction, en cas de problème, vous sauvera la mise. Je suis franchement assez sûr de mon coup là. Ça devrait faire la différence. Donc n'hésitez pas à nous donner un retour. Voilà. En espérant que tout aille bien pour vous. Eh ben oui, c'est tout simple, c'est très bien. C'est vrai que ça devrait très bien fonctionner. Eh bien voilà, Iliana, merci pour vos excellentes réponses. Nous sommes déjà parvenus à la fin de cette 28e entrevue avec une Viche. Et nous espérons toujours que notre travail vous plaise. Et si c'est le cas, eh bien merci de liker ces vidéos et de les partager de manière à en faire profiter le plus grand nombre autour de vous. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser à la Prakanda Semoka ou à Iliana personnellement, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link/questionudvish afin de nous les transmettre. Et Iliana se fera un plaisir d'y répondre comme à l'accoutumée. Les commentaires sont donc ouverts, modérés mais ouverts, donc laissez-y nos remarques si vous le souhaitez. Ça nous fera toujours plaisir d'avoir votre retour. Iliana, merci tout plein, merci de votre présence, merci pour ces excellentes réponses, merci de faire avancer le schmilblick, merci pour votre l'investissement de la Prakanda Sedamuka dans le retournement de situation globale de ce monde qui prend une tournure absolument fantastique. C'est un peu dommage que personne ne voit rien, ceci dit. Mais bon, n'empêche que le résultat est au rendez-vous. Merci pour ça aussi. Et bien, je vous dis, à jeudi, à bientôt. Eh bien, que de remerciements, merci à vous également, et puis sans faute, à la prochaine fois pour la numéro 29, c'est ça, voilà. Donc, au revoir et portez-vous bien. C'est bien ça, rendez-vous pour la 29e entrevue, portez-vous bien, que tous ceux qui nous écoutent se portent bien également, prenez soin de vous, chérissez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Le discours un peu classique, mais en les temps qui courent, je vous garantis que ça fait toute la différence. Soyez en paix avec les autres et avec vous-même.
Nous vous aimons très fort, on vous serre chaleureusement dans nos bras. Voilà, portez-vous bien donc, passez une bonne semaine et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.